Vous voyez ce tableau derrière moi? Ce sont deux cavaliers. Alors, on ne sait pas s'ils font la guerre ensemble ou l'un contre l'autre, mais j'ai trouvé que ce tableau était assez représentatif du thème que nous allons aborder ce soir. C'est la guerre, l'amour, haine entre l'Algérie et la France. Et en plus de ce tableau, je voulais vous présenter un livre d'un philosophe protestant qui s'appelle Olivier Abel, qui s'appelle De l'amour des ennemis. Oui, de l'amour des ennemis. Vous savez que après la terrible colonisation, après la terrible guerre de libération, toutes les deux ont fait 5,5 millions de martyrs. Paradoxalement, il y a près de 5 millions d'Algériens. En France, il y a des files d'attente extraordinaires dans les consulats d'Algérie en France pour se rendre en France. On a la moitié de chaque promotion de médecins qui chaque année quittent l'Algérie pour la France, à peu près 65% d'informaticiens, autour de 70% d'ingénieurs. Bref, on ne sait plus, est-ce que c'est de la haine, est-ce que c'est de l'amour? On ne sait plus si ce sont des ennemis ou c'est des amis, on n'y comprend rien. Et quand j'ai lu ce livre, donc de Olivier Abel, je me suis dit, il est assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui entre Paris et Alger. Alors vous avez vu le sous-titre, c'est Autre méditation sur la guerre et la politique. Alors on va en parler, de la guerre et de la politique entre ces ennemis qui sont tellement amoureux l'un de l'autre, ils se haïssent tellement qu'ils s'aiment aussi. Alors vous avez bien vu, il y a un truc qui cloche depuis le 30 juillet 2024, depuis la déclaration unilatérale du président français Emmanuel Macron de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et depuis, c'est la guerre. On n'a plus d'ambassadeur à Paris. Ensuite, il y a eu l'affaire de l'auteur algéro-français à partir du 16 novembre 2024, qui est aujourd'hui dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. Il y a eu un tsunami médiatique, politique, diplomatique, intellectuel contre l'Algérie, qui a été traité de tous les noms dans tous les médias français, dans tous les cercles de réflexion français. Bref, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Et ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé début avril. La France a décidé d'incarcérer 3 Algériens, dont un diplomate, un agent consulaire algérien, en violation de toutes les conventions internationales. Ensuite, il y a un chassé-croisé d'expulsion de diplomates français d'Algérie vers la France. Et ensuite, 2 diplomates algériens de France vers l'Algérie. Et on a l'impression que ce film ne s'arrête pas. Cette guerre, cette haine, cet amour, on n'y comprend plus rien. Et on va essayer de décoder, de décrypter pour essayer de trouver une issue. Car en haut, ils peuvent bien se battre, mais en bas, il s'agit de 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Et si j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo, c'est pour eux. Tous les jours, quand je sors dans la rue, les Algériens me disent « Mais Rachid, il faut trouver une solution, on ne peut pas rester comme ça, car les grands perdants, c'est qui? C'est nous. On a des problèmes pour refaire des papiers, on a des problèmes pour trouver du boulot, on est de plus en plus interpellé par la police pour des contrôles d'identité. Bref, il y a un climat extrêmement malsain en France pour la diaspora des 5 millions d'Algériens, mais aussi en Algérie. Aujourd'hui, les Algériens qui veulent se rendre en France ou pour aller voir leur famille ou pour faire du tourisme ont un mal fou à obtenir des rendez-vous et ont des difficultés extrêmes pour obtenir un visa auprès des différents consulats français en Algérie. Et vous savez que non seulement il n'y a plus d'ambassadeurs algériens en France, mais il n'y a plus non plus d'ambassadeurs français en Algérie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers la rupture diplomatique pure et simple? Et si c'est ce cas de figure qui est privilégié, quelle est la stratégie? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que l'Algérie attend d'une éventuelle rupture diplomatique? Est-ce qu'on attend que la France revienne sur sa position au sujet du Sahara occidental? Vous savez qu'elle ne reviendra pas sur sa position. Les États-Unis ne sont pas revenus dessus, les Espagnols ne sont pas revenus dessus, et les Allemands ne sont pas revenus dessus. Donc ça, c'est irréaliste. Maintenant,
si c'est pas une rupture diplomatique pure et simple, quelle est la deuxième option, c'est-à-dire revenir à une espèce de normalité dans les relations diplomatiques humaines entre l'Algérie et la France. Alors, quel pourrait être le prétexte pour essayer de normaliser? Alors, vous savez que le président français a déclaré il y a quelques semaines qu'il était prêt à reconnaître un État palestinien au moment d'une conférence de presse conjointe avec l'Arabie Saoudite en juin à l'ONU. Cela peut être un bon prétexte. Vous savez que dans la politique algérienne, il y a deux axes importants. C'est la question du Sahara occidental et la cause sacrée de la Palestine. Donc, autant Emmanuel Macron a vraiment saboté la relation entre Paris et Alger en décidant de reconnaître de façon unilatérale, en violation de la légalité internationale, la marocanité du Sahara occidental, autant s'il rectifie l'erreur en reconnaissant l'État palestinien, j'invite la diplomatie algérienne à reconsidérer sa position. Car à un moment donné, il faut savoir ce pourquoi nous faisons des choses. Quand on se fâche, il faut savoir pourquoi on se fâche. Et quand on décide de se réconcilier, il faut savoir qu'est-ce qui peut nous inciter à nous réconcilier. Alors, je vais revenir à cette image que j'ai développée depuis quelques mois de la France en vous disant que la France, il y a deux visages. Il y a un visage positif, c'est le visage de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, démocratie, état de droit, et un visage négatif. C'est la colonisation, c'est l'indigénat, c'est le soutien aux dictatures, c'est l'organisation de kidnapping et d'assassinats ciblés. Bref, c'est la France des ténèbres. Et c'est un peu comme le dieu romain Janus, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. La France a deux faces. Elle est capable d'un côté de reconnaître en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental et de l'autre côté, elle est capable de reconnaître un État palestinien. Bref, l'Algérie, elle a du mal à se situer. Est-ce qu'elle tient compte du côté face, c'est-à-dire négatif, reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental en violant la légalité internationale, ou bien l'Algérie va-t-elle plutôt saluer la décision de la France en juin normalement de reconnaître un État palestinien qui, comme vous le savez, représente une cause sacrée en Algérie et pour le peuple algérien, car le peuple algérien lui-même a dû se sacrifier terriblement pour obtenir un drapeau et être reconnu par les Nations Unies. Alors, dans ce face-à-face entre les deux faces du dieu romain Janus, je vais vous faire un petit décryptage des dernières déclarations, en l'occurrence du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a dit, pas plus tard qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien, hein, vous avez vu le résumé que je viens de vous faire des relations complexes entre Alger et Paris, il a dit que nous appelons les autorités algériennes à un geste d'humanité envers l'auteur algéro-français, déclare Jean-Noël Barrot. Mais c'est quand même incroyable, il a dit ça sur BFM. Vous avez vu la crise extrêmement profonde. On a un diplomate algérien qui est emprisonné en France. Et que trouve à dire le ministre des Affaires étrangères? Nous attendons un geste d'humanité. Mais Jean-Noël Barrot, mais d'abord libérez le diplomate algérien qui est incarcéré depuis avril. Il faut commencer par des choses simples. Comment le ministre français des Affaires étrangères peut demander à l'Algérie un geste d'humanité alors que la France a décidé de taper très fort, de violer les conventions internationales en emprisonnant un diplomate algérien. Donc vous voyez, c'est toujours cette image du dieu Janus, c'est-à-dire qu'ils sont capables du pire et parfois de jouer les candides. Nous sommes gentils, nous sommes la France, nous demandons un geste d'humanité. Vous imaginez la contradiction dans cette double face de la France, mais il faut savoir naviguer. L'Algérie aussi doit apprendre à naviguer entre ces différents éléments de langage qui sont de nature à perturber n'importe quel citoyen qui essaie de comprendre ce double jeu terriblement machiavélique de l'État français. Alors, dans toute la presse, il est dit, après les déclarations de Jean-Noël Barrot, que l'Algérie et la France traversent depuis plus de 9 mois une crise diplomatique d'une gravité inédite.
donc depuis 62, marqué ces derniers jours par une nouvelle série d'expulsions de fonctionnaires de part et d'autre. Fonctionnaires, c'est-à-dire des diplomates ou des agents consulaires. La diplomatie française peine à distinguer les contours d'une issue favorable. Donc voilà ce qui est écrit dans la presse française en ce moment. Et la France ne sait pas où elle en est avec l'Algérie. Et bien sûr, la France oublie qu'elle est aussi partie prenante. C'est elle qui a commencé, un peu comme dans une cour de récréation. Oui, c'est toi qui as commencé le 30 juillet 2024, et puis ensuite, voilà, chacun s'énerve. Et après, où est l'arbitre? Vous savez, quand il y a deux enfants qui se chamaillent dans une cour de récréation, ou bien il y a un surveillant, ou bien il y a un prof qui décide de mettre de l'ordre. Est-ce que vous avez remarqué que personne n'essaie de mettre de l'ordre entre Paris et Alger? Donc on laisse les choses se dégrader sans aucune espérance de solution acceptable pour l'un et pour l'autre. Alors, dans cet article donc de France Inter, il est dit que le 11 avril 2025, 3 Algériens, dont un agent consulaire, ont été mis en détention. C'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien. Vous savez ce que ça veut dire mettre en prison un agent consulaire ou un diplomate? Ça veut dire que l'État français ne reconnaît plus l'Algérie en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant, en tant qu'État qui a des diplomates. On ne met pas un diplomate en prison, voyons. Vous connaissez la règle dans le monde de la diplomatie. Quand un pays a un problème avec un diplomate, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, on l'expulse, on le met pas en prison. Quand on le met en prison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le considère comme un citoyen de droit commun. C'est-à-dire qu'il n'a plus cette couverture diplomatique ou cette couverture consulaire. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Alors, voilà, on joue entre Paris et Alger. On joue, comme dirait Olivier Abel, on joue au jeu de l'amour et de la haine entre ennemis. À vrai dire, les États s'adorent. Vous avez vu ce qui s'est passé au mois d'août 2022, lorsque j'étais en prison à Chlef. J'ai vu des embrassades entre les deux présidents, des ministres qui s'embrassaient, ils ont signé 15 conventions. C'était le grand amour, un peu. C'était un peu des retrouvailles. 2022, vous imaginez, ça faisait combien? Allez, 60 ans après l'indépendance. Voilà, des belles retrouvailles, on s'embrasse, on se fait des petites confidences, et puis tout d'un coup, 2 ans et demi après, bah, tremblement de terre. L'amour-haine entre Paris et Alger. Alors évidemment, vous connaissez l'esprit algérien. Nous, Algériens, quand on n'est pas respecté, ou quand on sent que l'autre nous trahit ou ne tient pas ses engagements, bah, on se fâche. Alors là, c'est Le Figaro, Algérie-France, la crise politique fait chuter les exportations françaises. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Il est dit que sur les 3 premiers mois de l'année 2025, les exportations auraient diminué de 18 à 25%. L'Algérie est gentille quand même, 18-25%, c'est pas méchant, hein, 18-25%. On s'attendrait à beaucoup plus. Hein. Apparemment, l'Algérie aussi pratique ce que Retailleau et Driancourt appellent la riposte graduée. Donc, 3 premiers mois de l'année 2025, une baisse de 18 à 25% des exportations françaises en Algérie. Soit, et ça représente 992 millions d'euros contre 1,25 milliard d'euros au premier trimestre 2024. Donc ça, c'est une première chose. Et ils estiment que si les choses continuent dans cette direction, que les baisses des exportations françaises sur l'ensemble de l'année 2025 sera à peine de 15%. Oui, c'est gentil quand même, hein. Pour un pays qui a décidé de retirer le privilège des passeports diplomatiques en France, je trouve que l'Algérie est très, très, très gentille. Vraiment, 15% avec ce tremblement de terre dans les relations diplomatiques, avec le fait qu'un diplomate algérien est emprisonné et qu'aujourd'hui la France n'accepte plus les diplomates qui n'ont pas de visa, je trouve que l'Algérie est un peu trop gentille. Voilà, 15%. C'est quoi 15%? C'est une bagatelle. Alors, il est dit aussi que aucun appel d'offres n'a été remporté par les Français. Voilà, aucun appel d'offres n'a été remporté par les Français, mais au final, c'est que 15%.
Vous voyez un peu comment on joue sur les mots dans la presse française? Oui. Moi, je trouve ça un peu... j'ai l'impression que c'est plus une guerre sémantique qu'une guerre véritable. Parce que quand l'Algérie ne sanctionne qu'à hauteur de 15% les exportations françaises, je trouve que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour se fâcher. Ou bien on se fâche complètement, et dans ce cas-là, on supprime toutes les importations qui viennent de France, ou bien on redevient normal. On peut pas jouer comme ça en disant, parce que les Algériens après ils savent plus ce qui se passe. Vous savez, c'est du mi-figue, mi-raisin, ou bien rupture diplomatique, et on accueille nos 5 millions d'Algériens qui vivent en France, ou bien on rétablit les relations, et dans ce cas-là, on met en place un vrai lobby algérien en France, lobby médiatique, politique, juridique, diplomatique, intellectuel. On y va, quoi. Mais le bin comme ça, ce qu'on appelle en France l'entre-deux, non, ça marche pas, ça. En tout cas, je vous donne mon point de vue, ça ne marche pas. Alors, dans ce même article, ils font parler un industriel français qui dit « Certains clients préfèrent se tourner vers un fournisseur espagnol ou italien. » Alors, je vous rappelle qu'on était fâchés avec l'Espagne il y a 2 ans. Maintenant, c'est le grand amour. Il y a même à Alicante, j'ai appris qu'il y avait une semaine des relations entre l'Algérie et l'Espagne, notamment entre Oran et Alicante. Donc, vous voyez, il faut de la lisibilité. Il faut une stratégie diplomatique. On ne peut pas faire comme ça, les yo-yo. Il faut être clair. Il faut de la clarté. Le peuple algérien a besoin de clarté et la diaspora algérienne a besoin de clarté. Alors, il est dit aussi dans cet article du Figaro que l'Algérie représente le 2e débouché des exportations françaises en Afrique pour 6000 PME françaises. 6000 PME françaises. Alors, vous savez qu'il y a quelques années, la France était le premier partenaire économique de l'Algérie, mais depuis 2013, c'est la Chine qui est la première. La Chine qui n'a pas défendu l'Algérie pour que notre pays fasse partie des BRICS, je vous le rappelle. Donc depuis 2013, c'est la Chine qui est le premier partenaire commercial de l'Algérie. Vous savez, je crois qu'on a besoin de redéfinir totalement nos relations diplomatiques avec tous nos partenaires. Parce que là, il y a trop de flou. Ça manque de clarté, ça manque de lisibilité, ça manque de fraternité et d'intérêt. Où sont les intérêts de l'Algérie? C'est la première question qu'il faut se poser. À partir du moment qu'un pays ne respecte pas les intérêts de l'Algérie, il faut reconsidérer notre relation avec lui. Alors, à la fin de cet article, donc à la toute fin de ce long article, il est dit que peut-être que les choses vont s'apaiser après le 18 mai. Et qu'est-ce qui va se passer le 17 et le 18 mai? Il va y avoir les élections au sein du parti de droite, les Républicains. Et vous savez qu'il y a 2 candidats. Il y a Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et un ancien du parti qui s'appelle Wauquiez, donc qui tous les deux se battent pour savoir qui va être le prochain président de ce parti. Et celui qui deviendra président de ce parti deviendra automatiquement le prochain candidat aux élections présidentielles des Républicains. Donc, dans cet article du Figaro, il est dit que peut-être que le climat va s'apaiser après cette élection-là. Donc, en clair, pour l'instant, c'est Bruno Retailleau qui part favori. Si Bruno Retailleau devient président des LR, peut-être qu'il va arrondir les angles, notamment dans son bras de fer qu'il a décidé de mettre en place contre l'Algérie. Si l'Algérie est obligée, ou plutôt si l'Algérie dépend d'une petite élection interne dans un parti français pour définir sa stratégie diplomatique, c'est pas terrible, hein. Il faut qu'on arrête de réagir, il faut qu'on agisse. Et pour agir, il faut réfléchir. Réfléchir à une stratégie en plusieurs étapes. Court, moyen, long terme. En arabe, on appelle ça Nadra Istishrafia. Quelle est la vision stratégique de l'Algérie? Quelle est la vision diplomatique de l'Algérie? Ah, vous savez, l'ancien ambassadeur de France à Alger pendant 7 ans, Xavier Driancourt, pour la première fois depuis des années, a fait un compliment à l'Algérie. À vrai dire, c'était un compliment en demi-teinte, pas plus tard qu'hier. Il a dit, n'oubliez pas qu'en 79, 80, il avait oublié les dates, hein, c'était 80,
81, il a dit que l'Algérie était médiatrice pour libérer les diplomates américains à Téhéran. Vous savez que je vous en parle régulièrement de cette époque glorieuse de la diplomatie algérienne qui correspondait, comme par hasard, avec l'époque glorieuse de l'équipe de football algérien qui avait battu l'Allemagne en 82 au mondial espagnol. Driancourt, pour la première fois, a fait un compliment. Il faut décoder, hein. Il faut décoder. Il faut décoder. Alors, vous savez que les relations entre la France et l'Algérie ont toujours connu des hauts et des bas, hein, depuis 1830. Des hauts et des bas. Alors, je ne vais pas reculer jusqu'à 1830, évidemment. Non, je vais reculer juste à 2012. Pourquoi 2012? Vous savez que à l'époque de Fou Bouteflika, c'est vrai qu'il a fait énormément de cadeaux avec son gouvernement, ses ministres, comme Abdeslam Bouchouadeb, qui aujourd'hui a demandé la protection de la France. Ben oui, la France protège les corrompus, c'est connu ça. Donc en 2012, il y a certaines entreprises françaises, je vais vous en citer deux. Sanofi, dans le domaine des médicaments, et Total, dans le domaine du pétrole. Donc ça, je vous en parle assez régulièrement. Et que s'est-il passé en 2012? Vous savez que récemment, dans toute la presse française, ils ont écrit qu'il y a le vice-consul algérien du consulat de Créteil se serait échappé, aurait quitté brusquement, rapidement la France pour aller en Algérie, par rapport à cette affaire du pseudo-influenceur. Donc en clair, ils ont dépeint les diplomates algériens comme des voyous. C'est très clair. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que j'adore les petites histoires. J'aime bien la grande histoire et j'aime bien la petite histoire. Allez, un article du Monde qui date du 3 mai 2012. Sanofi, donc très grande entreprise de médicaments, a été condamnée en Algérie. Et regardez, pour transfert illégal de devises. Vous voyez, de capitaux. Condamnée, donc Sanofi condamné en Algérie. C'était en mois de mai 2012, c'est-à-dire il y a 13 ans. Alors de quoi s'agissait-il? Écoutez-moi bien. Thierry Lefebvre, c'est un bon français Thierry Lefebvre, directeur général de Sanofi Algérie, a été condamné mercredi 2 mai 2012, il y a 13 ans, à 1 an de prison avec sursis par le pôle judiciaire du tribunal d'Alger. Alors, qu'est-ce que la justice algérienne lui reprochait à ce Thierry Lefebvre? Sanofi Algérie a été également condamné à payer une amende de 2 milliards de dinars, c'est-à-dire 20 millions d'euros. La filiale algérienne du laboratoire pharmaceutique français était poursuivie par les douanes algériennes pour surfacturation. Écoutez-moi bien, surfacturation. Des petits voyous, quoi. Surfacturation des matières premières entrant dans la fabrication des médicaments. Est-ce que vous vous rendez compte? Et Sanofi, à l'époque, avait dit « Oh, mais cela suscite notre surprise et notre incompréhension. » Regardez, surprise et incompréhension. Donc, Sanofi Algérie a été pris la main dans le sac. Oh, comment l'Algérie peut nous condamner, nous Français, à une amende et à 1 an de prison? Vous vous rendez compte? 1 an de prison, avec sursis. Parce que l'Algérie est gentille, l'Algérie ne veut pas faire de scandale. L'Algérie, elle respecte l'ancien colonisateur. Oui, c'est pas grave s'il fait des bêtises. Nous, on est gentils. C'est, voilà, un peu de sursis, un peu d'amende, 20 millions d'euros, voilà. Une petite amende, rien du tout. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils disent dans le monde? Ils disent, le jugement est sévère. Vous vous rendez compte? 1 an avec sursis, c'est sévère pour les Français. Incroyable, hein? Le jugement est sévère, même si le juge n'a pas suivi les réquisitions du ministère public, c'est-à-dire du parquet, c'est-à-dire de la justice algérienne, qui réclamait 3 ans de prison ferme. Voilà. 3 ans de prison ferme. C'est-à-dire le parquet, le ministère de la justice algérien avait demandé 3 ans de prison ferme contre ce délinquant de Thierry Lefebvre, directeur général de Sanofi Algérie. Mais nous, on est gentils. On est, voilà. Bon, on est un peu plus dur avec les Algériens, mais avec les Français, on est gentils. 1 an de sursis. Rachineka, 6 ans et demi de prison, mais Thierry Lefebvre, si, 1 an avec sursis. Extraordinaire, hein?
Alors, c'était dans toute la presse française à l'époque. Hein. Je vous invite à regarder parce que c'est encore sur Internet. Alors, l'Express. Algérie, Sanofi et son directeur général condamnés pour surfacturation. Ça fait moche quand même, hein, pour le pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de Descartes, de Pascal, de Montesquieu. C'est des petits voyous, les Français. Regardez, surfacturation. Vous vous rendez compte, c'est minable quand même, hein, surfacturation. Après, je vais raconter dans les faits ce qu'il se passe. Alors, le procureur de la République, comme je viens de vous le dire, avait requis 3 années de prison contre Monsieur Lefebvre et une peine, le paiement d'une amende équivalente à 2 fois la valeur de l'infraction. En clair, il a surfacturé pour 10 millions d'euros. L'amende a été doublée, c'est-à-dire 20 millions d'euros. Ça, c'est entre guillemets ce qui est la partie visible de l'iceberg. Alors, normalement, comment ça fonctionne? Quand un pays a un problème avec une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il y a une procédure qui s'appelle la transaction. Alors, les États-Unis, c'est ce qu'ils font. À chaque fois qu'une entreprise est en indélicatesse avec la loi, les Américains disent qu'il faut payer. Mais c'est pas des millions, c'est des milliards, les Américains. Ils ne plaisantent pas. Hein. C'est des très, très lourdes peines d'amende. Nous, on est gentils, c'est 20 millions d'euros, c'est une broutille. Alors, écoutez-moi bien. Donc, normalement, ça se passe par transaction. Voilà, on règle. Ils ont le droit la justice a le droit de dresser une amende 4 fois supérieure à l'infraction. Mais, à l'époque, le ministre des Finances, qui est né en France, hein, il s'appelle Karim Djoudi, à l'époque, le ministre algérien des Finances. Il avait exclu tout accord de transaction avec Sanofi Aventis. Ah oui, il avait un peu de nif, hein, Karim Djoudi. Son papa, je crois qu'il était diplomate. Il a dit non, pas de transaction. Il faut que cette entreprise, il faut que ce monsieur Lefebvre soit condamné par la justice algérienne. Et donc, normalement, il y avait la loi sur les infractions de change qui permettait de faire ces transactions. Il a dit, ah ouais, ou rien. Il va être jugé et il va être puni. Donc, c'est la raison pour laquelle donc ce groupe a été sanctionné. Ce groupe qui est là depuis, à l'époque c'était en 2012, il était là depuis 92 en Algérie, le groupe Sanofi. Et il employait 650 personnes et il détenait déjà 12% des parts du marché algérien des médicaments avec un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros à l'époque. Voilà. Mais pourquoi je m'étale un peu sur cette affaire? Je vais vous dire pourquoi. Et vous allez faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui entre la France et l'Algérie. Vous savez que, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, la France reproche au vice-consul algérien du consulat à Créteil de s'être échappé en Algérie. Et vous savez, monsieur Thierry Lefebvre, maintenant vous le connaissez, monsieur Lefebvre, son prénom, Thierry Lefebvre, oui, monsieur Thierry Lefebvre, vous croyez qu'il est resté en Algérie pour participer au procès et pour répondre à la justice algérienne? Non. Ouelou. Qu'est-ce qu'il a fait, Thierry Lefebvre? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans toute la presse. Il a quitté le pays avant la condamnation définitive. Regardez-moi ce fugitif, regardez-moi. Thierry Lefebvre a quitté le pays avant sa condamnation définitive. Vous vous rendez compte, les Français? Après, ils viennent donner des leçons de courage. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas assumer. Ils ne voulaient pas répondre à la justice algérienne. Il s'est dit, ils vont me mettre 3 ans de prison, hop, la harbatlek, comme on dit chez nous. Et oui, il a quitté l'Algérie pour aller se réfugier dans son pays, la France. Alors, quand les Français veulent nous donner des leçons de courage, posez la question à notre ami Thierry Lefebvre qui a quitté le pays avant sa condamnation définitive. C'est bien de fouiller un peu de recherche. Vous savez, moi, j'ai le temps, hein. Je vous ai dit, là, les deux, là. Vous voyez, on ne sait pas s'ils s'aiment ou ils se détestent. Mais, voilà. On n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit.
Donc après cette condamnation à 1 an de prison avec sursis de Thierry Lefebvre, qui était déjà à Paris, et à 20 millions d'euros d'amende, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Donc ça, c'était le 2 mai 2012. Regardez ce qui s'est passé le 11 juin 2012. 11 juin 2012. En conflit avec Alger, Sanofi, regardez ce qui a marqué, Sanofi fait un chantage à l'investissement. Vous avez vu les Français, comment ils se fâchent? Les Français, ils ne plaisantent pas. C'est Janus. Il joue le grand amour. Jean-Noël Barrot demande un geste d'humanité à l'Algérie. Ça, c'est le côté pile. Et le côté face, chantage, s'il vous plaît. Ah bah oui. Comment l'Algérie, ancienne coloniale française, où il y avait des indigènes pendant, allez, entre 1881 et 1962, pratiquement 80 ans, comment l'Algérie peut-elle condamner une entreprise française? Et regardez, hop, en conflit avec Alger, Sanofi fait du chantage à l'investissement. 1 mois après la condamnation. Et c'est quoi ce chantage à l'investissement? Écoutez-moi bien. Condamné en Algérie pour surfacturation, comme des voyous, Sanofi se défend et menace de renoncer à investir 66 millions d'euros en Algérie. Et bien sûr, Antoine, donc, que je prononce bien son nom, notre ami Antoine Ortoli, regrette les accusations algériennes. Vous imaginez? Il y a la justice algérienne qui a pris la main dans le sac Sanofi parce qu'il a surfacturé donc des médicaments, et il regrette les accusations algériennes. C'est-à-dire, depuis toujours, les Français ne respectent pas la justice algérienne. Et donc il dit que 2 situations différentes nous sont reprochées, explique Antoine Ortoli. La première affaire concerne une importation de matières premières pour la fabrication d'un médicament contre le diabète, qui s'appelle l'Amaril, qui est la seconde maladie chronique en Algérie. Vous savez qu'en Algérie, le diabète, c'est un énorme problème. Et le dirigeant de Sanofi reconnaît, écoutez-moi bien, il reconnaît l'existence d'une erreur de manutention. Je rigole parce que les Français sont, vous savez, ils maîtrisent tellement bien la langue française, ils ont tellement de mal à dire que c'est des voyous. Ils disent qu'ils reconnaissent l'existence d'une erreur de manutention lors de l'expédition depuis l'Allemagne qui a conduit à apposer sur la déclaration d'exportation de cette matière première un document indiquant une valeur statistique qui n'a rien à voir avec la valeur de la matière. On a l'impression de lire à la recherche du temps perdu de Proust. Vous savez, c'est des phrases très longues, sans point, sans pointillés, et qui ne se terminent jamais. Ouais. Incroyable, ça vaut le coup quand même. Il faut lire et relire. Une erreur de manutention. C'est ça la France. Vous savez, tout est dans la subtilité. Et moi, j'ai l'impression qu'il nous manque un peu de subtilité dans les relations avec la France. Vous savez, vous connaissez la formule. لازم نقتلهم بالبرد. Quand on a un problème avec un pays, surtout un pays qui nous connaît très bien et que nous connaissons très bien par ailleurs, il faut être diplomate, il faut arrondir les angles. Il faut qu'on les tue avec du froid, pas avec du chaud, voyons. Ah, regardez, ça c'est une réponse. Une réponse à la Proust. Incroyable, hein, il est fort, M. Ortoli. Hein. Après, il dit, il s'étonne qu'Alger puisse reprocher à Sanofi d'avoir vendu à perte un anticancéreux alors qu'un accord sur le réajustement du prix avait été conclu avec la pharmacie algérienne centrale des hôpitaux, PCH. Bref, Sanofi a dit « J'annule l'investissement de 66 millions de dollars, car Sanofi a été condamné par Alger. » Ça vous rappelle rien, cette affaire? Ben, je vais vous dire ce que ça rappelle. Ça rappelle Total. Maintenant, on revient à Total. Total poursuit l'Algérie en justice. Ah, mais la France ne rigole pas. Ça, c'était 2016. C'était 1er juillet 2016. Voilà, 1er juillet 2016. Ah, mais les Français ne plaisantent pas. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils massacrent.
Et vous savez qu'en 2014, donc 2 ans avant qu'il porte plainte Total, regardez ce qu'a fait Total. Total Algérie risque une amende de 80 millions d'euros. Vous savez ce qu'a fait Total Algérie? Pareil, ils ont fait comme Sanofi, ils ont fait la surfacturation. Ah bah oui, bah c'est l'Algérie qui paye. Allez, surfacturé, allons-y, bismillah. Extraordinaire, hein. Total Algérie est accusé d'avoir gonflé les factures concernant ses importations pour transférer des sommes considérables de devises à l'étranger. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Pour transférer des sommes considérables de devises à l'étranger. C'était en 2014, ça. Ces sommes ont atteint un seuil phénoménal au point d'attirer l'attention des enquêteurs du fisc algérien qui nous apprend vendredi Al-Khabar, donc c'était mois d'août 2014, cherche désormais à infliger une amende record de 8 milliards de dinars, l'équivalent de presque 80 millions d'euros, donc taux de change officiel de l'époque, à Total Algérie. La compagnie française est soupçonnée d'avoir triché sur l'origine et le montant de ses importations, nous expliquent en outre des sources judiciaires bien au fait de ce dossier. Ce n'est pas la première fois qu'une compagnie française est soupçonnée de transfert illégal de devises et de dissimulation de bénéfices. Eh oui. Vous savez, les Français ont toujours un peu de mal quand ils se font tirer les oreilles par l'Algérie. Le laboratoire pharmaceutique Sanofi avait écopé en 2012 d'une amende de 2 millions d'euros, 20 millions d'euros, comme je viens de vous le dire. Voilà. Et donc, Total, ça c'était en 2014. Et en 2016, c'est ce que je viens de vous dire, Total a poursuivi l'Algérie en justice. Et devinez pourquoi? Devinez pourquoi? Pour avoir le renouvellement de 25 années de gaz gratuit à TFT. Voilà, site officiel de Total. Donc, ceux qui doutent encore, allez sur le site officiel de Total et vous tapez cela et vous allez voir que Total n'a pas mis un centime pour obtenir 25 ans de renouvellement du contrat à TFT. Oui, parce que comme ils ont porté plainte contre nous et que nous, on n'est pas capable de mettre un avocat d'affaires compétent, parce qu'on a demandé un avocat français de défendre les intérêts de la Sonatrach. Vous vous rendez compte? L'Algérie ne fait pas appel à des avocats d'affaires algériens. Non, non. L'Algérie a fait appel à un avocat, la Sonatrach a fait appel à un avocat français pour défendre les intérêts de l'Algérie contre une entreprise française. Incroyable, hein? Ben voilà. Donc ça, c'était 1er juillet 2016 et 11 juin 2018, Total a gagné. Prolongation. Vous savez ce que ça veut dire le mot prolongation? C'est-à-dire, on rajoute. Ils sont pas faciles les Français, il faut jamais les sous-estimer. Et bien sûr, je ne vous parle pas de 25 ans de prolongation de pétrole gratuit à Hassi Barkin. Pareil, Hassi Barkin. Alors, quand notre ami Jean-Noël Barrot nous demande un geste d'humanité pour libérer l'auteur algéro-français, il n'a pas froid aux yeux, hein? Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va continuer? Allez, on expulse des diplomates français, après les Français expulsent des diplomates algériens, et puis il y a toujours notre diplomate algérien qui est en prison, comment on va gérer? Vous savez bien que les Français veulent l'échanger contre l'auteur algéro-français qui est à Alger, vous le savez, parce qu'ils ne veulent pas l'échanger avec Abdeslam Bouchoual. Bah oui, c'est un gros poisson, Abdeslam Bouchoual. Donc, ils ont fait exprès, les Français, d'emprisonner un diplomate algérien, inconnu, de façon à obliger l'Algérie à obtenir sa libération en échange de la libération de l'auteur algéro-français à Alger. C'est pour ça que Barrot, il parle de geste d'humanité. En clair, il faut décoder. Vous voulez qu'on libère le diplomate algérien? Vous voulez qu'on vous redonne les privilèges liés à vos passeports diplomatiques? En clair, il s'adresse aux ministres, aux walis, aux généraux, aux hommes d'affaires qui ont des passeports diplomatiques. En gros, il leur dit, vous voulez rentrer à Paris? Vous voulez profiter de vos appartements, de vos comptes bancaires? Bah, il faut faire un petit geste d'humanité. Vous savez, c'est de la subtilité diplomatique. Puis comme ça, bah, on va libérer l'attaché consulaire.
Voilà ce qu'est en train de dire Jean-Noël Barrot. Donc lui, c'est le gentil gars, le gentil français, Jean-Noël Barrot, et le méchant, c'est Bruno Retailleau. Mais ils ont un seul patron tous les deux, il s'appelle Emmanuel Macron. Oui, donc ils jouent une partition. Mes chers compatriotes, il faut qu'on remette de l'ordre dans notre pays. Il faut qu'on remette de l'ordre dans notre diplomatie. Il faut qu'on remette de l'ordre dans notre vision politique. Il faut qu'on remette de l'ordre dans la nature des relations que nous entretenons avec nos partenaires habituels. Car on ne peut pas continuer comme ça, avec de l'à peu près, avec de l'extrême court terme. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas ainsi que nous gérons une diplomatie, et ce n'est pas ainsi que nous allons pouvoir protéger notre diaspora dans le monde entier en général et en France en particulier. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Allah yarham shuhada.